Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une émission spéciale consacrée à l'agriculture sur le jardin flottant. C'est le surnom de Madère, cet archipel de 750 km² qui compte 270 000 habitants et qui est une région autonome du Portugal, bien que située à 1000 km des côtes de Lisbonne. Alors Madère occupe 10% de sa population active dans le secteur agricole, très important, pour produire le fameux vin de Madère, des fruits et des légumes exotiques. Et bien entendu, elle est soutenue, cette agriculture, par des aides dédiées aux régions ultrapériphériques d'Europe, 30 millions d'euros par an au titre du POSEI, et puis aussi de nombreuses aides structurelles. Nous allons interroger tous les acteurs de cette agriculture vivante et aller, à travers nos reportages, à la rencontre des réformes nécessaires dans la PAC à horizon 2020. J'ai le plaisir de présenter Feijão dos Patos. C'est une propriété singulière à Madère, avec 13 hectares, proche de la mer, avec 6 hectares agricoles, 1,5 hectare de bananes, de reste avec des légumes, des fruits tropicaux, pour faire le plaisir des personnes qui nous visitent, parce que nous faisons le tourisme, agrotourisme. Il y a des gîtes, des petits gîtes, un restaurant qui on peut manger des fruits locaux, des légumes. C'est dans cette ferme biologique que nous a donné rendez-vous Claudia Monteiro de Aguiar. Bonjour, vous êtes eurodéputée d'ici, bien sûr, du PPE, Parti populaire européen, qui correspond au centre droit qui gouverne cette région autonome, mais qui, évidemment, est dans l'opposition au national. Alors, aujourd'hui, on voit que cette agriculture de Madère, elle est ancestrale. 15e siècle, les esclaves qui construisent à l'époque d'ailleurs des petits murets et également un système d'irrigation d'ailleurs très spécifique. Quelles sont les qualités de cette agriculture ? Nous sommes ici dans une agriculture particulière. On a beaucoup de difficultés, la topographie, la montagne, la mer, le transport, l'accessibilité. Et l'Union européenne a des programmes pour aider cette agriculture dans les îles. On produit des bananes, du sucre et aussi du vin. Le gouvernement régional aussi aide avec l'aide de l'Union européenne dans cette particulière irrigation, sont le vadas, qui sont vient des canaux. Des canaux pour porter l'eau pour cette agriculture particulière. Alors, vous occupez avec cette agriculture 10% de la population active dans une île où il y a un fort taux de chômage par rapport au reste du Portugal. C'est donc un secteur très important. Oui, c'est très important pour notre île, oui, aussi pour Portugal. Nous sommes 9 régions ultrapériphériques et dans le Parlement européen, on a un groupe pour avoir spécifique dérogation dans les programmes seulement pour les pays qui ont les régions ultrapériphériques. Le fonds européen dont vous nous parliez, le fonds POSEI, 30 millions d'euros par an, c'est conséquent pour Madère, mais est-ce que ça ne risque pas d'être mis en cause dans la prochaine mandature ? On ne veut pas la réduction de ce programme parce que c'est une grande aide pour les jeunes qui veulent travailler dans ce secteur. Il y a quand même une polémique. Vous soutenez votre gouvernement régional, mais est-ce qu'il n'a pas produit un peu d'urbanisation à outrance ? C'est-à-dire qu'il y a véritablement compétition aussi un peu entre le secteur du tourisme qui est très important, les gens qui veulent des résidences secondaires, de l'immobilier, et puis l'agriculture, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sol disponible. Ici, le gouvernement, pour le futur, veut essayer de faire le tourisme et l'agriculture
pas compétiteurs, mais comme cette exploitation ici, c'est pour profiter de l'agriculture, mais aussi pour profiter du tourisme. L'Union européenne, elle a protégé beaucoup la banane africaine, qui était un continent allié. Elle s'interroge aussi sur les traités commerciaux. Comment vous voyez justement cette banane? Est-elle suffisamment protégée? On a besoin de vérifier le type d'aide qu'on a pour cette particulière agriculture. On a fait des programmes, des accords avec l'Union européenne et l'autre pays. L'Amérique du Sud, par exemple. L'Amérique du Sud, par exemple, pour les bananes, pour la compétition du prix. On doit protéger notre produit européen. Merci Claudia de cet entretien. Alors, promis, juré, la prochaine politique agricole commune sera meilleure que la précédente. On nous dit toujours ça et surtout, elle sera beaucoup plus simple. La simplification, moins de paperasserie, plus de facilité pour les agriculteurs pour remplir tous leurs dossiers. Voilà ce qu'on nous promet depuis des années. Alors, les agriculteurs sont un petit peu sceptiques, comme nous le montre ce reportage signé Luc Brown. Pendant 2 mois, dans ce champ, une plante fourragère a poussé. Elle a servi de couvert végétal. Objectif, améliorer naturellement le sol et préparer la culture suivante. Une contrainte supplémentaire initiée par la politique agricole commune. Romain en admet l'intérêt du bout des lèvres. On a vraiment l'impression, sans caricaturer, que ça a été décidé vraiment dans un bureau, sans venir sur le terrain, constater le besoin. Ça nous bloque dans le travail, ça nous fait consommer du fioul, ça nous fait dépenser de l'argent dans les couverts. Romain a repris la ferme familiale de 320 hectares il y a 10 ans. 4 générations se sont succédées ici et le métier d'agriculteur a bien changé. C'est notre quotidien en fait. On réfléchit toujours administratif. Dès qu'on a, même quand on est assis sur le tracteur, on réfléchit. On est allé le voir, il a semé du colza là-haut, on est monté le voir. 10% de son chiffre d'affaires provient aujourd'hui des subventions européennes. Je me sens un peu fonctionnaire de l'Europe. C'est-à-dire que je leur dois je leur dois des comptes parce qu'on me donne une subvention. Je pense qu'on serait plus libre dans notre gestion d'entreprise si on n'avait pas toutes ces contraintes administratives parce qu'on touche cette subvention qui nous permet de maintenir notre revenu. Romain peut compter sur Gilles Lorpin, le conseiller PAC de la Chambre d'agriculture, pour vérifier qu'il est en conformité avec les exigences de Bruxelles. Finalement, tu avais pris des objectifs de rendement que tu avais fait varier suivant les parcelles. Voilà. Là, j'ai sur Saint-Marge un potentiel moindre, c'est du sable, je suis à 76 quintaux. Ouais. Tout ce qu'il fait de chaque mètre carré de sa terre doit être enregistré et détaillé, semences, engrais ou pesticides. Pour les inspecteurs de la PAC, des informations indispensables et la moindre erreur peut engendrer une réduction de subvention. Si on a un contrôle comme l'année dernière que j'ai eu, directive nitrate, et ben là, on va chercher les infos qu'on a enregistrées dans ce genre d'outils. Ces données lui permettent de recevoir 50 000 € d'aide chaque année. Oui, c'est toujours un peu la crainte de ne pas avoir coché la bonne case ou d'avoir demandé la prime qui ne correspond pas à notre système. Si on ne fait pas la bonne déclaration ou la bonne chose, eh ben, oui, il y a toujours la petite incidence économique derrière qui fait qu'on ne va pas toucher 1, 2, 3% du global qui mettra en péril un peu la trésorerie de l'exploitation, quoi. En France, les subsides de la PAC représentent en moyenne près de la moitié des revenus des quelques 450 000 agriculteurs. C'est pas un bonus. C'est pas un bonus, la PAC, c'est vital au système. Si on ne touchait plus de PAC, mais qu'on avait un prix plus rémunérateur, moi, du moment que je gagne ma vie convenablement, sans avoir cette somme d'argent qui vient de l'Europe, je m'en porterai pas plus mal. La France est le premier bénéficiaire de la PAC en Europe. Ces agriculteurs se partagent près de 9 milliards d'euros chaque année. L'un des défis de la future PAC sera de la rendre plus lisible et praticable pour agriculteurs et consommateurs. On ne pouvait pas être à Madère sans faire un détour par les vignes, car nous avons rendez-vous avec la présidente de l'Institut du vin de Madère. Bonjour, Paula Jardim Duarte. Alors, c'est vrai que ces vignes sont très particulières et d'ailleurs très spectaculaires. Je pourrais considérer que c'est déjà un vignoble installé dans la montagne, parce que nous sommes dans l'altitude 400 et on pouvait voir en même temps la mer. Ici, nous sommes présents dans une exploitation de 3 hectares de vin
avec le cépage Verdalho, qui était arracher la vigne ancienne dans un programme de reconversion de la vigne vieux pour des vignes plus intéressées pour la demande. Et aidé donc par les fameux fonds européens qui sont indispensables pour ce genre de programme. C'est 166 000 € pour installer cette vigne, pour arracher l'ancienne et planter, faire la nouvelle plantation. Ça permet à les exploitations d'avoir de meilleures conditions de travail, mieux rendement pour les viticulteurs. Il ne faut pas oublier quand même que nous sommes dans une région très touristique. Il faut maintenir le paysage. La vigne, ici, elle a plusieurs problèmes qu'il n'y a pas sur le continent. La mer, le sel, les maladies tropicales. On a des vignobles même au bord de la mer, même des endroits où il y a un petit peu de vent. Et associé les vins, ça prend aussi des sels qui va abîmer les feuilles. Alors, il y a une perte de rendement de la production des raisins. Dans le prochain POSEI, les prochaines aides européennes à cette région indépendante, il faut mieux réfléchir à la place de la recherche pour trouver de nouveaux instruments, notamment des alternatives aux pesticides. Enfin, avoir ce champ de recherche qui n'est peut-être pas assez développé. Il faut quand même penser les mesures de la recherche, de telle façon que les organismes publics puissent être éligibles dans la candidature pour faire des expériences de recherche, d'adaptation, peut-être des autres cépages, des opérations culturelles, des interventions à la vigne, de telle façon qu'ils puissent adapter le niveau, conditions du climat, le changement du climat. Merci Paula d'avoir été notre invitée. Merci. Alors vous le savez, on va encore insister dans la prochaine PAC sur la dimension de verdissement. Et la politique agricole commune de 2014 à 2020 a beaucoup dit qu'elle se voulait plus verte, mais a-t-elle véritablement contribué à un effort écologique et en faveur de l'environnement? En tout cas, elle a donné un grand cadre européen et chacun des États membres a pu, dans ce cadre, choisir sa politique et les mesures dédiées. Cela pose un certain nombre de questions, en particulier en France, comme nous le montre notre reporter Luc Brown. Ces agriculteurs bloquent un péage. Ils entendent protester contre l'agribashing, un terme qui désigne selon eux la campagne de dénigrement dont ils seraient victimes accusés d'utiliser trop de produits chimiques. On est à bout de souffle, on est des personnes qui respectons l'environnement avec du bon sens agricole et nous faisons de l'écologie de terrain. Le rassemblement est à l'appel de la FNSEA, le grand syndicat qui représente 55% des agriculteurs classés à droite, chantre d'une agriculture plutôt productiviste. Moi, je veux bien qu'on fasse plus blanc que blanc, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on vive de notre métier. Un tiers des céréaliers en Ile-de-France gagnent moins de 350 € par mois. C'est pas durable. Cyril Millard possède une exploitation céréalière de 280 hectares et ses méthodes de production sont sous pression du gouvernement qui voudrait initier la création de ZNT, ou zones non traitées en pesticides, près de lotissements résidentiels. Je pense que ceux qui avaient l'intention de mettre des ZNT à Paris, il ferait bien de voir un peu dans les campagnes comment ça se passe en réalité. La FNSEA a proposé ce qu'elle appelle une charte de bon voisinage. Par exemple, utiliser les pesticides avant le lever du jour pour limiter l'exposition des habitants vivant à proximité des champs aux substances phytosanitaires. Une tentative d'autorégulation à leur avantage pour éviter de se faire imposer plus de normes par Paris ou Bruxelles. En fait, les chartes, on a voulu les faire pour éviter une réglementation qui se veut franco-française, encore une fois, et donc on est encore en train de mettre des contraintes et de perdre en compétitivité. Depuis 2013, au titre du verdissement, Bruxelles réclame des États membres d'allouer 30% de leur enveloppe nationale à un paiement plus vert. Mais l'impact a été limité. Les États ont une grande marge de manœuvre pour définir la mise en application de ces mesures, un champ libre exploité par les syndicats agricoles de chaque pays pour défendre leurs intérêts et parfois verdir à minima. Et on a aussi d'autres pays qui sont moins exigeants. Et là, on se retrouve, oui, face à une perte de compétitivité, une concurrence déloyale. Il faut qu'il y ait une PAC qui soit commune, qui n'amène pas des distorsions entre pays. On serait plus perdant à laisser trop de marge de manœuvre et de souveraineté aux États membres. Antoine Baron promeut un tout autre modèle d'agriculture familiale et durable, plus en phase, selon lui, avec les attentes de l'opinion publique.
Il y a un certain nombre de pratiques qui sont plus acceptées par les citoyens parce que la demande des consommateurs elle est haute. Donc tout le monde a compris qu'on allait vers ça, c'est sans doute irréversible. Antoine est membre de l'autre grand syndicat français, la Confédération paysanne, classée à gauche et minoritaire avec 19% des agriculteurs. Ces vaches sont en pâturage 10 mois par an pour donner du lait bio, un choix pragmatique et écologique selon lui. On fait des économies parce qu'on a moins travaillé, consommé moins de carburant, on a consommé moins de semences. Et de l'autre côté, on valorise mieux nos produits. Donc le bilan économique est extrêmement positif. Donc on n'a pas à opposer l'écologie et l'économie. L'un sert l'autre. La Confédération paysanne estime que la PAC actuelle favorise encore les grands propriétaires terriens moins impliqués dans les objectifs environnementaux. Antoine milite pour des pratiques au sein de l'UE qui récompensent davantage les agriculteurs soucieux d'écologie. On a besoin pour maintenir une politique agricole, qu'elle soit européenne ou locale, d'avoir une meilleure acceptation de nos pratiques par les citoyens. Donc des progrès environnementaux, c'est une condition pour pouvoir maintenir ces politiques dont on a besoin. L'environnement, ce n'est pas forcément une contrainte, c'est probablement notre chance. La Cour des comptes européenne a dressé un bilan très critique des politiques de verdissement. À peine 4% des surfaces agricoles de l'Union ont connu un véritable changement. Nous voilà arrivés à la fin de cette première partie à Madère et nous allons nous retrouver au même endroit pour savourer encore toutes ces odeurs, ces saveurs et parler des régions les plus reculées de l'Europe qui attendent beaucoup de la politique agricole commune. À très bientôt, juste après la pause et le journal télé.